Et Franz Wagner, si tu veux bien, on va sur son cas à lui. Je le présente rapidement avant de te lancer. Franz Wagner, 32 minutes par match cette saison, 72 matchs joués cette saison également. En termes d'efficacité, 99 sur le True Shooting Plus, donc la moyenne est à 100, donc moins 1% d'efficacité relatif à la moyenne, grosso modo. Sur 26% d'usage, le volume de responsabilité, c'est un volume pas mal, mais c'est pas énorme, quoi. Mais c'est quand même une bonne deuxième option d'équipe, on va dire. Et ce qu'on peut dire, je peux te lancer directement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur la saison de la confirmation, en fait, chez lui. Ouais, c'est sa troisième et on sent que ça monte en puissance. Rien qu'en prenant ses stats brutes, en fait, elles sont toutes à la hausse hein, par rapport à l'an dernier. Il est passé de 18,6 à 19,7, 4 rebonds à 5,3 et il y a aussi un petit peu plus de passes. Idem, hein, si on prend les points, assists et rebonds percentage, tout est à la hausse. Donc là-dessus, pas de problème. Il confirme qu'il est le premier lieutenant du Magic, hein, peut-être derrière Banquero, voire certains soirs aussi le go-to guy. Hein, quand il est en réussite aussi, le Magic n'hésite pas à lui filer un peu plus la balle, la gonfle en attaque. Donc, comme tu dis, c'est vraiment la confirmation. Et ce qu'il a prouvé aussi pour moi cette année, c'est sa panoplie qui est très complète. On parle d'un joueur hyper Ouais. polyvalent quand même pour moi. 2,8 m pour un arrière ailier. Alors arrière plutôt l'an dernier et puis plutôt ailier cette année, hein, puisque on avait Suggs et Harris sur le backcourt et donc là lui jouait un peu plus ailier. Mais 2,8 m, ça reste quand même grand. Et moi je trouve il utilise relativement bien sa taille et sa mobilité pour son gabarit. Hein. C'est quand même un mec Mm. qui est relativement mobile. Où ça s'est le plus senti cette saison, je dirais que c'est sur les drives. On est sur un joueur qui fait plus de 11 drives par match, on est à 11,7 et ça génère 8,6 points et une assist. Donc c'est quand même assez efficace. Sur les drives, on est à 1,20 points par possession. Là, c'est pas élite, mais ça reste vraiment très intéressant. Et puis il y a une alternance dans ses drives. Je dirais que parfois il va poser un Eurostep. Il a aussi le petit hésitation move hein, qu'il maîtrise parfaitement. Ça lui permet parfois d'aller jusqu'au cercle et puis aussi parfois de shooter vraiment par-dessus son défenseur, hein, d'où aussi sa taille qui est importante là-dessus. Le seul petit truc, c'est que dans ses drives, je trouve ça un peu robotique, sa manière de driver. C'est pas très fluide, mais en tout cas, c'est efficace. Donc là-dessus, moi, le vrai point positif, c'est sur les drives. Il joue aussi pas mal de pick and roll. On est à 5 possessions par match hein, dans le rôle de ball handler. Pour une efficacité là, qui n'est pas forcément excellente, on est à 0,93 points par possession sur ces pick and roll. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est skip assist. Tu sais, c'est les fameuses passes Ouais. où on parvient à lober un peu la défense, hein, une passe transversale. Et là, comme il est grand, encore une fois, tu vois, quand je dis qu'il utilise bien sa taille, c'est qu'il a une bonne vision du jeu et il arrive à faire des passes vraiment parfois surprenantes où il va sortir de l'écran et il va faire une passe à l'opposé, une passe transversale. Et là-dessus, je le trouve aussi assez fort là-dessus. Voilà, après, sur la transition, on est à 1,18 sur les possessions lorsqu'il joue en transition. C'est le 60e centile NBA. Là encore, c'est quand même, ça reste pas mal. Mais là, je dirais qu'en attaque, le seul bémol pour moi cette année, c'est vraiment sa réussite. Voilà, je pense que tu en parleras, hein, mais sa réussite est vraiment en berne au niveau du 3 points, c'est cata. On est à 28% sur la saison. Ouais. On est à moins de 27% aussi sur les longs 2 points. Alors, pour une équipe qui manque de spacing, ça fait vraiment très mal parce que c'était un mec qui était plutôt capable à 3 points, qui était dans la moyenne hein, lors de ses 2 premières années. Mais c'est vraiment une crise de confiance qui est arrivée, je dirais, progressivement dans la saison. Il était à 32% avant le All-Star Break et il est passé à 18,5% après le All-Star Break. Donc vraiment crise de confiance terrible et qui s'est poursuivie un petit peu, je dirais, lors des JO, puisque pareil, hein, il n'a pas été vraiment très efficace derrière la ligne. Après, c'est vrai que là-dessus, il y a un peu une double lecture à faire, je pense, parce que bon, j'ai cité les chiffres d'efficacité, hein, 99 de True Shooting Plus, donc moins 1% relatif à la moyenne qu'on fixe à 100 par définition. L'an dernier, il était à 101, je crois. Donc bref, il est relativement au même niveau. Hein. Grosso modo, il est autour de la moyenne. Et c'est vrai que il y a deux lectures. C'est soit tu dis, en effet, de noter, et il faut le faire, la panne d'efficacité au jump shot. Hein, comme tu l'as dit, 3 points et long 2, le jump shot n'est plus rentré du tout. Alors que saison numéro 2, il semblait qu'il y avait quand même de belles promesses là-dessus. Non pas un shooter d'élite, hein, mais au moins un petit pull-up qui faisait du bien et au moins un peu de spacing. Donc il y a ce côté, peut-être le verre à moitié vide, on peut dire. L'autre côté, l'autre lecture à faire, à mon sens, et tu l'as déjà un peu dit, c'est que
en fait, son efficacité, comme dit, elle est un peu pareille que l'an dernier, donc elle est très très similaire, malgré cette panne au jump shot. Donc ça veut dire que sur tout le reste du jeu, je trouve qu'il s'est amélioré. Et pour moi, c'est un peu là-dessus où il y a la lecture plus positive de sa saison et le verre à moitié plein. C'est que, en effet, tu as parlé du drive, mais je trouve qu'on a en effet la force de son profil, c'est cette taille en fait. Et comme tu dis, parfois un peu un côté très rigide sur les drives parce que voilà, il fait aussi sa taille quoi. C'est-à-dire qu'il descend pas non plus hyper bas sur ses appuis. Il n'y a pas cette fluidité cette flexibilité qu'ont des plus petits ou plus des athlètes plus déliés. Pardon, il est quand même assez grand lui pour le coup. Donc ça se ressent un peu stylistiquement, mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, il a une panne au jump shot et donc ça a affecté l'efficacité, mais en fait pas trop. Parce qu'il est de l'autre côté, ça compense en étant meilleur, quoi. En étant meilleur dans le jeu, en étant meilleur sur drive, en étant meilleur sur plein d'aspects du jeu finalement. Et tu vois, au niveau des drives, tu as dit combien 11, plus de 11 par match, hein, je crois, tu as dit tout à l'heure. Et parmi donc les gros drivers à plus de 10 par match, je suis allé un peu filtrer. En effet, on est au top 15 en fait. Top 15 en termes de points par tir, de productivité, d'efficacité sur les tirs en fin de drive. 15e sur donc plus de 50 joueurs qui font beaucoup de drive, quoi. Donc on a une vraie hausse de ce côté-là. Et c'est un peu, en un sens, on espère que l'année numéro 4, pour se projeter un peu sur la suite, c'est on aura un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les progrès dans le jeu, notamment sur drive, donc ce qu'on a eu cette année, mais peut-être un jump shot qui va revenir, c'est un peu l'espoir, et je pense qu'on n'a même pas besoin que ce soit un jump shooter d'élite, on aimerait juste que ce soit un bon shooter un peu comme l'an dernier, quoi. Ouais, il était dans la moyenne l'an dernier, hein, donc c'est pour ça que c'est surprenant, hein, sa première année. Alors que la sortie de fac, bon, je suis pas trop la NCAA, mais j'avais quand même suivi son profil vu qu'il était drafté par Orlando. Il était annoncé comme un pied shooter à 3 points. Sa première saison, il a plus de 35%, deuxième à 36. Donc bon, tu te dis, ça, on va être dans ces eaux-là, et là, ça a chuté complètement. Donc pourquoi? Je sais pas. Est-ce que en plus après, il y a pas eu un petit problème psychologique à ce niveau-là? C'est compliqué. Mais comme tu dis, je pense que l'année 4, il faut vraiment espérer le meilleur des deux mondes, qui garde cette puissance qu'il a maintenant en drive, et puis avoir un petit peu plus de réussite, parce que il Ouais. faut quand même qu'il soit respecté derrière l'arc, hein. Si, pour le spacing du Magic, c'est obligatoire, vraiment obligatoire. Ouais, puis même en termes de créateurs, tu vois, je pense que c'est un peu important d'avoir ce petit pull-up qui semblait avoir l'an dernier. Ce serait assez important et voilà, pas de l'avoir à un niveau d'élite forcément, mais au moins d'avoir un peu de respectabilité pour éviter que les mecs passent sous les écrans, par exemple, hein. Un exemple assez basique de comment ton jump shot affecte ta création. Si il fait un pick and roll et que les mecs sortent pas pour le défendre parce qu'il n'y a pas cette menace, ça crée de moins de brèches dans la défense, donc c'est plus compliqué pour lui, etc., etc. Et je pense que ça viendrait totalement parfaire hein, ce truc-là, mais pour l'instant, en tout cas, si on parle de la saison 2024, c'est vrai que c'était pas trop là. C'était pas trop là, et c'est peut-être un peu un manque, et c'est dommage, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui. Je pense, la meilleure description qu'on peut faire, c'est qu'il est génial nulle part, mais en fait, il est bon partout, voire même très bon un peu partout. Et c'est ça qui est très appréciable parce que tu parlais de la taille, et même tu l'as un peu décrit, mais la taille se retrouve aussi dans le passing. Et c'est un truc hyper bien quoi, pour un mec de sa taille, d'être un porteur de balle aussi grand qu'à un tel niveau de passing. Alors, c'est pas du passing à la Luka Doncic ou autre de génie, mais c'est les basiques plus même, on peut dire. T'as dit la skip pass, tout ce qui est pick and roll. Voilà, clairement, moi j'en viens même à me demander, est-ce que, alors j'en sais rien, toi qui es fan d'Orlando, tu peux nous en parler, mais tu vois la comparaison avec Paolo Banchero, au final, je dis pas que forcément qu'il est bien meilleur que Paolo Bo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on voit aussi que quand c'est lui qui mène l'attaque, ça a aussi des plutôt bons résultats, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est deux profils un peu similaires. Alors, je dirais que Franz Wagner va plutôt prendre l'avantage sur sa taille, alors que Banchero, c'est plus sur sa puissance physique et un peu plus de post-up. Mais ça reste deux ailiers assez grands à qui on a donné les clés du camion, en gros, hein. Ça peut faire penser au duo Tatum-Brown, qui est quand même champion cette année. Donc, est-ce que Orlando, sans le vouloir, recrée un petit peu ce modèle? Ça peut donner l'impression, hein, je sais pas. On a l'impression que Banchero est numéro un et Franz Wagner numéro 2, mais ça peut varier sur certains matchs. Et l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait forcément un numéro un titré encore. Il est tellement polyvalent, je dirais, que Franz Wagner, un peu plus que Banchero, que ça peut très bien être aussi le go-to guy du Magic, hein. On ne sait pas encore la progression de ces deux jeunes. Donc, en tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux profils au sein de la même équipe, parce que justement le soir où un va avoir un peu plus la main chaude, on va pas hésiter à le servir. Et puis au niveau de la création, étant donné qu'on n'a pas de meneur vraiment créateur dans cette équipe, eux arrivent à produire justement
justement à faire produire pour les autres depuis l'aile. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Non, mais Banquero, enfin, on en parlera quand on parlera de lui, mais pour moi, il y a un peu ce truc où Banquero, c'est peut-être un potentiel plus grand, un plafond plus haut en termes de potentiel maximum. Tu vois, en termes de passing, Banquero est capable de faire pour moi des lectures et des passes de niveau supérieur, et depuis longtemps, hein, depuis la fac, même si Coach K a essayé de le brider à la fac. Mais il y a ça, il y a même en termes de profil de scoreur, tu sens qu'il y aurait peut-être un peu plus en termes de move, en termes de. Il y a plus de prise d'initiative, etc., etc. C'est peut-être que Franz Wagner, pour moi, a un peu plus la valeur sûre en fait. Banquero, on voit le modèle, le moule du côté go-to guy, un peu avec un plus gros volume de scoring, plus de passing aussi peut-être, ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas trop efficace, alors que Franz Wagner, c'est entre guillemets moins sexy, un peu moins de paillettes, mais bah, c'est un peu plus efficace tout de même déjà, c'est un peu plus, voilà, moins de paillettes, hein, moins de splash, on va dire, mais déjà bon quoi. Déjà bon en termes de passing, même si un peu plus sobre, déjà bon en termes de scoring, même s'il y a peut-être pas un potentiel génial. Et c'est vrai que moi, tu vois, sur son cas, je sais pas trop quel va être son futur. Et la comparaison avec Banquero, on va la suivre pendant pas mal d'années, mais j'ai un peu l'impression que c'est, comme dit, hein, le mec qui va être très bon un peu partout, mais peut-être jamais sans ce plafond peut-être de All-NBA, quoi, tu vois. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Moi, il me fait penser aussi par certains aspects à Turkoglu, hein, qui a fait aussi les belles années du Magic. Oui, C'était un c'est vrai. joueur ultra polyvalent, capable de rentrer des gros shoots. Alors peut-être un peu plus fiable derrière l'arc, mais en tout cas, voilà, c'est ce profil-là d'ailier. Playmaker de grande taille en plus. Oui, qui était un ailier de grande taille, exactement. Non, mais c'est pour ça que le profil correspond à peu près. Et Wagner, voilà, si déjà il est dans ces pas-là, c'est déjà très bien parce que il n'a pas vraiment de faiblesse, hormis là, cette panne au shoot cette année. Voilà, même en défense, on n'a pas trop parlé de sa défense, Oui, mais j'allais te c'est un lancer, ouais. mec. Bon, c'est un mec, voilà, de par sa taille, il peut switcher justement sur trois postes. Il est parfois un peu, on va dire, mis à mal sur les postes 2, les arrières un peu plus rapides. Mais grâce à sa longueur de bras, il arrive toujours à gêner la trajectoire du tir, même quand il est en retard. Sur les drives, il arrive à mettre son corps en opposition. Et puis, il est toujours actif, un peu à la manière de son frère. C'est des lâche-rien. Les mains toujours actives et de manière intelligente. Donc, tu vois, j'avais noté qu'il faisait deux déflexions par match. Bah, c'est le deuxième du Magic. Ça peut être aussi tout simplement des interceptions, hein, couper les lignes de passe ou dissuader une passe. Mais il a toujours les mains actives et moi, c'est ce que j'aime bien chez lui. C'est il a jamais les mains dans les poches. Il va toujours faire quelque chose en défense. C'est pas un défenseur d'élite, mais en tout cas, c'est quelqu'un de concerné et qui est loin d'être négatif pour moi. Bah ouais, c'est vraiment cet aspect où, bah même en défense, c'est pas all defense, mais c'est quand même solide, quoi. Donc on a vraiment un profil extrêmement complet. Je pense que en plus défensivement, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est dans des schémas avec Jamal Mosley et un type de défense qui est quand même très proactif, très dynamique, avec des schémas et même des innovations un peu tactiques un peu partout. Donc lui et sa polyvalence défensive même se rentrent bien là-dedans. Je pense que peut-être qu'est-ce qui pourrait être sa faiblesse défensive, c'est le fait que, bon, il est mobile pour sa taille, mais ça reste un mec de sa taille. Donc, tu vois, parfois il est un peu, comment dire, un peu fébrile, un peu fragile face à des mecs très explosifs, des petits très explosifs. Mais à part ça, et peut-être le côté longueur de bras, où ça va être plus un mec qui est en défense off-ball, qui va avoir une activité sur le plan horizontal, plus que vraiment avoir des playmakers au panier, verticalité, etc. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, en fait, c'est un mec hyper complet sur le ballon, un mec hyper complet et dynamique loin du ballon, comme tu as dit. Donc voilà, on a un package extrêmement intéressant, quoi. Donc ça fait un bon petit ensemble. Bon, d'habitude, je te demanderai où est-ce que tu le mets dans le classement, mais vu que pour l'instant il est tout seul, pour l'instant il est numéro 1, numéro 1 du classement, construisons-le ensemble. Ok, bah, on peut aller sur le petit quiz alors pour finir. Tu sais qu'à la fin j'aime bien faire toujours des Aïe. petits quiz. Allons-y gaiement. Petit quiz, Ok. un kick est sur le terrain pour se remémorer les actions marquantes de la saison. Et là, j'ai pris son match à 38 points de cette année. Donc, nous sommes Mhm. le 4 février 2024, peut-être tu t'en souviens. Nous sommes contre qui d'ailleurs? Bonne question. Son record de points? Non, je sais plus. Je sais Non, plus. c'était contre les Pistons de Contre Détroit. les Pistons. Et, Ok. et donc, je vais te demander qui était sur le terrain pour cette action mythique. Le dernier panier de cette performance à 38 points des Franz Wagner contre Détroit. Qui est sur le terrain au moment du dernier panier? Au moment du dernier panier, alors je vais d'abord faire le Magic. Est-ce qu'on a Jalen Suggs? Oui, effectivement. Jalen Suggs, est-ce qu'on a Gary Harris? Non, pas Gary Harris, non. C'est pas Gary Harris, je vais continuer. Banquero. Oui, tout à fait.
Wendell Carter était revenu de blessure, donc c'est peut-être Tout lui. à fait, ouais, février, ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Donc voilà, il me manque l'arrière. Si c'est pas Gary, oh peut-être Markel Fultz qui était revenu de blessure aussi. Non, alors l'arrière, ça devait être un peu, entre guillemets, Franz Wagner, donc on va chercher un peu plus haut plutôt. Alors du Jonathan Isaac. Exactement, le défenseur de l'année sur Ok. 15 minutes par match, Oui, Jonathan Isaac. c'est ça. C'est lui. Lui, il va être compliqué à traiter sur le top 100 d'ailleurs. Mais... Ah bah oui. Et côté des trois, Alors côté des trois, Cunningham Kate Cunningham est sur le terrain, oui, tout à fait. sur le terrain avec Jaden Ivey. Oui, tout à fait. Oh là, c'est post-trade deadline ou pas? 4 Je vais février, être donc on est 4 juste avant. février, on est avant, donc peut-être encore Bogdanovic. Exactement, très bon raisonnement, tout à fait. Non, Bagley. Il était Non, déjà pas tradé. Bagley. Non. Le pivot, un peu assez facile, un autre pivot, mais pas Bagley. Un plus prometteur, en tout cas, à ce stade de sa carrière, peut-être. Oh oui, oh, purée, son nom m'échappe. Ça va me revenir. Attends, il m'en manque encore. Il m'en manque deux là encore. Hein. Il t'en manque deux, donc il y a le pivot. Et un autre, un arrière. Marcus Sasser, non? Non, ce n'est pas sa sœur. Plus un meneur. Vous, votre prénom, c'est juste. Ouais, Non, c'est pas Marcus Sasser. C'est quelqu'un qui était, à l'époque, hein, il s'était fait drafter. Et il était dans le backcourt avec un mec qui avait presque le même nom que lui, même nom de famille que lui, à une lettre près. Du côté de Utah. Ça te dit rien, ça? Un backcourt avec deux mecs qui ont presque le même nom de quasiment famille. le même nom. C'était il y a longtemps, hein. C'est il y a 10 ans maintenant. C'était il y a 10 ans. Et ensuite, il a fait du New York, ensuite. Il a fait du Détroit, justement. Drafté par les Knicks? Non, Kevin Knox? Non? Non, drafté par Utah, justement. Il y a fort Drafté longtemps. par Utah? Je sais pas. Ah, le pivot, c'est Duren, non? Exactement, Jalen Duren. Ouais, voilà, lui, il est revenu. Donc- Ah, mais oui, à New York. Oh là là, Alec Burks. Exactement, Alec Voilà. Burks. Et c'était Trey Burke, le joueur oui, presque tout à fait. homonyme. Ok, bien vu. Tu te souviens de ce backcourt magnifique, Ah oui, Trey bien Burke, sûr. Alec Burks, qui était Ah oui, mais ça le a pas backcourt été du très loin. futur à un moment Ouais. donné. Trey Burke, je croyais beaucoup en lui, et puis bon, finalement, ça l'a pas fait à Utah, et c'était une époque où à Utah, il n'y avait pas vraiment de meneur, hein, pourtant, et ouais, ça l'a jamais fait. Non, effectivement. D'ailleurs, un an après, ils ont drafté Dante Exum, mais qui n'a pas marché non plus, Non. malheureusement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.